Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de ce mercredi 16 septembre. Une question, à qui appartient le siège de la Chambre de commerce de Touraine? Une ordonnance signée par le roi Louis XVIII change la donne. Plus de précisions dans ce journal. Mairie fermée, élus dans la rue, nouvelle journée de mobilisation contre la baisse des dotations de l'État vendredi en Touraine. Ce soir, nous irons dans 2 communes pour tenter de comprendre les difficultés auxquelles les maires sont confrontés. Le marathon de Tours, suite de notre série, avec ce soir un focus sur ces centaines de bénévoles qui, dans l'ombre, font la réussite de l'organisation. Et on commence ce journal avec une question donc. À qui appartient le siège de la Chambre de commerce de Touraine depuis que la CCI a décidé de mettre en vente son très bel hôtel particulier du XVIIIe siècle? On s'est rendu compte qu'elle n'en était pas l'unique propriétaire. La moitié du bâtiment appartiendrait en fait au département d'Indre-et-Loire. Preuve historique à l'appui. Les explications avec Anaïs Michaud. Le bureau des marchands est construit entre 1757 et 1759 à l'initiative du corps des marchands de Tours. Ensuite, les arrêtés des 4 et 29 niveaux en 2, 1793-1794, transfèrent dans le domaine de l'État les bourses de commerce et les bâtiments consulaires de France, dont ceux de Tours. De l'État, la propriété de l'édifice passe au département en application du décret impérial le 9 avril 1811. Enfin, dans sa séance du 20 août 1821, le Conseil général accepte le transfert du bâtiment à la Chambre de commerce, mais ce sous plusieurs conditions, et notamment que le bâtiment ne pourra être aliéné par la Chambre de commerce et reviendra à l'administration départementale dès l'instant qu'il ne sera plus consacré à l'usage auquel il était destiné. Une ordonnance de 1822 vient entériner cette délibération. Elle est signée Louis. Comprenez Louis Stanislas Xavier de France, soit Louis XVIII, roi sous la Restauration. Un document qui sème le trouble. J'ai engagé, moi, immédiatement le fait de saisir l'ABF, un cabinet spécialisé, pour définir d'une part ce dont on est propriétaire exactement, parce que je crois qu'on coupe des bureaux en 2, d'après ce que j'ai compris, puis ensuite de consulter mes collègues pour voir ce que nous allons faire, voir exactement combien cela peut être estimé, de voir s'il y a des clients aussi, parce que c'est bien beau de chiffrer un bâtiment, mais si on n'a pas de clients potentiels, je ne vois pas à quoi ça sert, et puis de clarifier la situation ensuite. Beaucoup de questions soulevées autour de ce joyau du XVIIIe, classé bien national en 1811, et qui rappelle que l'histoire s'écrit tous les jours. On a eu des dons de la présidence de la République, mais les choses sont plus habituelles. Et je veux dire que celui-là, ça fait un petit retour dans l'histoire. C'est assez beau, c'est à peu près aussi beau que les livres qui sont derrière moi. Quand ils sont comme ça, avec une jolie reliure, on se dit... Au fait, c'est vrai qu'on participe un peu à l'actualité d'aujourd'hui. Voilà, mais ça c'est un rêve, hein, vous savez. C'est l'homme de culture que je suis qui rêve et qui échafaude dans ce bel escalier de la Chambre de commerce. C'est vrai que les salons sont magnifiques. Mais je ne suis pas bien sûr qu'on soit propriétaire de cette partie-là. Alors Louis XVIII a-t-il son mot à dire 2 siècles plus tard dans la vente du bâtiment? Réponse très bientôt. À Blois, le groupe américain Procter & Gamble, spécialisé dans les produits de beauté et les produits d'hygiène, a présenté ce matin son projet de réorganisation en Europe avec une bonne nouvelle pour le site blésois, déclaré stratégique. Il va bénéficier de 30 millions d'euros d'investissement. En revanche, cette réorganisation va entraîner la suppression de 75 postes sur 3 ans. Et puis la réforme du collège n'en finit pas de faire des vagues. Demain, grève des enseignants à l'appel de la plupart des organisations syndicales qui dénoncent notamment la mise en concurrence des personnels, des disciplines et des établissements, mais également une dégradation des conditions de travail. À Blois, une manifestation est prévue à 11 h devant l'inspection académique. À Tours, ce sera à 14 h dans le quartier du Champ-Giraud. Les syndicats espèrent mobiliser au moins 50% du personnel enseignant. Mairie fermée, élus dans la rue, journée de mobilisation des maires vendredi en Indre-et-Loire, une nouvelle fois contre la baisse de 30% des dotations de l'État. Beaucoup de maires se disent étranglés par cette situation, avec l'impossibilité de faire face à l'accroissement des charges pesant sur leur commune. Illustration à Pérusson, près de Loches et Saint-Pierre-des-Corps. Romain Delville. La commune de Saint-Pierre-des-Corps et sa maire communiste font partie des premiers à avoir protesté contre la baisse des dotations de l'État. Il y a eu des manifestations citoyennes, il y a une pétition à l'entrée de la mairie.
c'est que Saint-Pierre a subi une baisse de 600 000 €, soit moins 22% par rapport à l'exercice précédent. Ça s'est traduit par une baisse du nombre de personnel dans nos services, 14 personnes, 14 postes donc, qui n'ont pas été pourvus. Ça se traduit par des diminutions des moyens mis à disposition de nos services en direction de la population. Il y en a un qui a fortement marqué, c'est qu'on n'a pas ouvert, par exemple, la colonie de Châtelus-le-Marchex cette année. Tout cela parce que quand on perd des dotations de l'État, on ne peut pas le compenser par une augmentation des impôts locaux payés par les habitants. À Perrusson, pas question non plus pour l'instant d'augmenter les impôts. La commune de 1600 habitants est peu endettée, 200 € par habitant. La baisse des dotations s'élève à 45 000 € et ce sont les investissements, en particulier dans le bâtiment, qui en font les frais. Mais au-delà de cette baisse, le maire de Perrusson a le sentiment d'une double peine financière. On nous a mis des charges supplémentaires avec les rythmes scolaires, avec l'ADS, c'est-à-dire l'instruction des permis de construire et des déclarations préalables. On nous oblige à supprimer le POS et le transformer en PLU. Investissement, services publics, dans les grandes comme les petites communes, la baisse des dotations a des répercussions sur le quotidien des habitants. Ce sera le message des maires vendredi devant la préfecture. Dimanche, c'est l'ouverture de la chasse dans la région. Un événement qui concerne 82 000 chasseurs chez nous. Et vous allez le voir, chasser fait tourner l'économie. La chasse génère plus de 140 millions d'euros par an, 1693 emplois. Un chasseur dépense en moyenne 2162 € par an. En région centre, la chasse est un véritable business. Romain Delville et Corentin Escaillé. Un chasseur, qu'il soit bon ou mauvais chasseur, a besoin d'une arme. Selon cet armurier de la Riche, 80% de sa clientèle sont des chasseurs. Alors le panier moyen, on va dire que ça va être entre 100 et 150 € pour ce qui est, je dirais, des accessoires et puis des cartouches. Et le panier moyen, je dirais, de l'arme pour elle-même, ça va être entre 1200 et 3000, voire des sommes beaucoup plus importantes. Un chasseur, qu'il soit bon ou mauvais chasseur, aime bien manger le midi. Une aubaine pour ce charcutier traiteur qui, une fois la saison des barbecues terminée, mise sur la saison de chasse, d'octobre à février. On est sûr de l'effectif, on est sûr que c'est tous les ans, donc faut pas cracher dessus parce que si on prend l'activité saucisserie, si vous avez un été qui est comme aujourd'hui qui est catastrophique, ben, vous vendez pas de saucisses, vous faites pas de chiffre d'affaires. Alors que les repas de chasse, eux, ben, ils sont là tous les 15 jours sans souci. Enfin, il y a la fédération de chasse qui vit des revenus issus des chasseurs. En Indre-et-Loire, elle compte 17 salariés, dont 7 techniciens de l'environnement. J-4 avant le marathon Touraine-Val-de-Loire et suite ce soir de notre série de reportages sur les coulisses de cette deuxième édition. Un événement qui serait impossible sans le concours des bénévoles. Ils sont quelques centaines mobilisés plusieurs semaines avant l'épreuve pour que tout se déroule dans les meilleures conditions. Des petites mains indispensables, vous l'avez compris. Reportage Romain Delville. Non, les 17 000 sacs offerts aux participants des 10, 20 et 42 km ne se remplissent pas tout seuls. Les 2 dernières semaines avant l'épreuve, une trentaine de bénévoles se relaient pour y mettre brioches, pâtes de fruits, de l'eau bien sûr et quelques publicités. C'est important aussi pour le marathonien qui sache que s'il peut faire un marathon, c'est parce qu'il y a des entreprises qui donnent de l'argent. Mais au fond, qu'est-ce qui pousse un bénévole à participer à sa manière au marathon de Tours? Se sortir de chez soi. Voilà. Puis voir la maison et voir autre chose. Apprécier d'être avec les copains, voilà. À pas s'encrouter, c'est surtout ça. Quand on arrive à un âge, il ne faut pas s'encrouter. Il faut faire plaisir à tout le monde, il faut aider, puis voilà. On aide, on est content. Sous le Barnum, les rires fusent. C'est du travail à la chaîne, mais dans la bonne humeur. Jean-Claude est en bout de chaîne, il gère la logistique des palettes en attendant le transporteur. C'est la passion du marathon, la passion des 10 et des 20 km. Et on veut s'engager. Bon, moi je suis en retraite, mon épouse aussi, elle était là. Et puis se retrouver entre nous. Au total, ce sont 1000 bénévoles qui participent aux 10 km, 20 km et au marathon. Rien que sur les 42 km 195, 600 personnes sont mobilisées.
Il est un des acteurs les plus connus du cinéma français. Il a débuté notamment avec la troupe du Splendide et enchaîné les comédies à succès, Le Père Noël est une ordure ou encore Les Bronzés. L'acteur-réalisateur Gérard Jugnot est notre invité ce soir. Il est actuellement en Touraine pour le tournage d'un téléfilm La Loi d'Alexandre où il tient le rôle principal. A tout de suite.